Bonjour à tous. Ça vous a peut-être échappé, pourtant c'est l'actualité. La fréquentation du Salon de l'Agriculture est en légère baisse cette année. 633 213 entrées contre 670 000 l'an passé. Il a fermé ses portes hier soir. Un de ses responsables, son responsable, est avec nous ce matin. Bonjour. Le Salon de l'Agriculture peut-il sauver l'agriculture française? Ça, vous allez me répondre à cette question, mais nous, c'est la question qu'on pose et on va voir la réponse des internautes sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Pour l'instant, vous êtes sceptiques, vous continuez à voter, vous nous dites pourquoi. On va commenter toutes vos réactions avec nos invités qui sont les meilleurs spécialistes de l'agriculture française et également de son rapport avec les politiques. C'est ce matin, c'est la nouvelle édition des décrypteurs. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la structure qui organise le salon de l'agriculture. Merci d'être avec nous parce que j'imagine que la nuit a été courte. Quel est le bilan ? Le bilan est globalement positif du salon de l'agriculture. Quand on dit qu'il est globalement positif, surtout quand on parle de politique derrière, on entend toujours Georges Marchais parler de l'Union soviétique et ça ne s'est pas très bien fini. Exactement. Non, il est globalement positif parce qu'on a eu un nombre de visiteurs important, un peu moindre que l'an passé, mais plus que les 2 années précédentes. Donc un bilan positif sur le nombre de visiteurs, un bilan positif sur ses aspects politiques, puisque c'est le premier salon depuis plus de 10 ans où il n'y a pas eu de crise agricole juste avant le salon, de crise alimentaire juste avant le salon, de crise sanitaire juste avant le salon et de crise syndicale non plus. Donc il est exceptionnel par son caractère, je dirais, apaisé, calme, tranquille, prospectif. Mais le fait qu'il y ait des crises des années précédentes n'empêchait pas une affluence. Une précision peut-être sur l'affluence, on a dit que c'est en légère baisse, mais oui. Effectivement, quand on regarde les entrées depuis une vingtaine d'années, absolument. On n'a jamais vu autant d'entrées à un salon de l'agriculture que ces dernières années. Absolument, c'est le premier salon en France, puisque souvent on le compare au salon d'automobile, mais le salon d'automobile c'est sur 2 semaines, donc le salon de l'agriculture est le premier salon français en effet. Des hommes, des femmes, des talents, c'était l'un des thèmes cette année, c'était celui qu'on voyait quand on allait sur le site internet en tous les cas du salon. Pourtant, il y a toujours moins de femmes, moins d'hommes et du coup moins de talents. En nombre d'agriculteurs présents, bien sûr, et il y en a 200 000 à trouver d'ici 5 ans, ce qui va être extrêmement compliqué et difficile, mais il y a une lueur d'espoir chez les jeunes agriculteurs qui viennent par passion. Et il y a aussi ceux qu'on appelle les hors-cadres, qui ne sont pas de famille agricole et qui décident un jour de changer de vie, d'avoir un projet et d'entrer en agriculture comme on entre en amour, comme on dit au Québec. Et ceux-là sont vraiment passionnés, tout autant que les autres, ont des vrais projets et ils sont l'espoir de l'agriculture française. Une question que se pose un certain nombre d'internautes et qu'on a posée avant la question, comment les bêtes sont gardées pour éviter de devenir folles ou comme ça là, dans ce salon avec tout ce bruit, tout ce brouhaha? Écoutez, on a fait des efforts énormes en matière de bien-être animal au salon. Une anecdote, à 22h, la lumière baisse pour que les animaux puissent trouver un cadre pour dormir de façon plus apaisée. On a des limites sonores de la même façon, et puis on évite, autant que faire se peut, le nombre d'attouchements des visiteurs sur les animaux. Ils sont quand même très très bien traités. On ne peut plus caresser les animaux alors du coup. Si, Jacques Chirac ne venant plus, on ne peut plus toucher la croupe de la vache non plus. Écoutez, je crois qu'il y a un homme politique qui a même tapé les fesses d'une vache cette année. Justement, comment vous regardez le défilé des politiques? Intérêt, consternation? Et bien sans ces visites, on en parlerait moins de ce salon? Écoutez, le président de la République est venu samedi dernier. Il a fait une visite record, comme tout le monde le sait. Elle s'est extrêmement bien passée. Il n'a pas fait de grand débat. Comment? Il n'a pas fait de grand débat, ceci dit. Non, mais le débat au salon de l'agriculture, il est permanent. Chaque année, c'est un débat agricole, sans en avoir le nom de débat national, mais c'est un grand débat. Et là, on est heureux, c'est que cette année, c'était vraiment des débats et pas des combats. Donc ça, c'est le point positif. Qu'est-ce qu'il y a eu comme débat cette année? Des débats sur l'avenir. Au lieu de parler de l'agriculture par le petit bout de la lorgnette, on a parlé d'avenir, on a parlé de projets, d'installation, vous m'en parliez. On a parlé de la transition écologique, on a parlé bien-être animal, on a parlé aussi, un sujet extrêmement important, c'est l'économie circulaire. La récupération de l'ensemble des déchets pour en faire quelque chose de positif, énergétique ou pas.
Je voudrais vous faire entendre une analyse de notre confrère Perico Légas et ensuite votre réaction. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Sur ce salon, tous les fossoyeurs de l'agriculture sont installés avec les plus gros stands. Ceux qui ont vraiment ruiné notre agriculture. Ils sont là, en position dominante, et ça attire les foules. Et on a glissé, comme quelques mohicans pour légitimer le spectacle, quelques authentiques paysans qui sont là avec leurs vaches et leurs animaux. Les fossoyeurs, pour vous, c'est quelle liste? La grande distribution, les industriels qui ont mondialisé l'agriculture, c'est-à-dire qui ont exposé le marché agricole français au libre-échange mondialisé néolibéral, avec l'aide de la social-démocratie. Alors pour la social-démocratie, je vous fais grâce, on y reviendra avec Loris Boischaud éventuellement en fin d'émission. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça ? Tout simplement que, vous savez, dans la vie, parfois on choisit une passion, un secteur, et parfois on choisit un créneau pour exister. Je crois que c'est le cas de Perico Légas. Vous rejetez en bloc tout ce qu'il dit ? Non, je dis simplement que c'est faux, injuste. Il y a toutes les agricultures, y compris les agricultures du monde d'ailleurs, avec des pays représentés tels que le Mali, le Sénégal, etc. On essaye d'avoir un équilibre non pas parfait, mais la grande distribution bien sûr est présente, mais tous les terroirs, si vous venez au salon de l'agriculture, vous ne pouvez pas dire qu'il y a quelques paysans qui seraient dans l'imaginaire des gens, etc. C'est des gens attachés à leurs animaux, attachés au terroir, attachés aux produits, à la qualité. Je trouve que cette critique, elle est caricaturale. Est-ce que En tout cas, elle ne correspond en rien à ce que les visiteurs ressentent en venant au salon de l'agriculture. Est-ce que les alternatives à l'industrialisation, les circuits courts par exemple, sont mises en valeur ? Bien sûr, bien sûr. Les circuits courts font partie depuis plus de 5 ans de façon intégrale au projet du salon de l'agriculture. Encore une fois, il n'y a pas une, mais des agricultures, elles sont toutes représentées. Merci Arnaud Lemoine pour toutes ces réponses et cette franchise dans les réponses. L'an prochain, le prochain thème ? On ne connaît pas encore, mais vous avez vu, on a dit des femmes, des hommes et des talents. Pourquoi les femmes cette année ? Parce que les femmes jouent un rôle essentiel dans l'agriculture et on a souhaité leur donner un coup de pouce. Je pense que l'an prochain, la réflexion va tourner peut-être autour du nombre d'agriculteurs, c'est à discuter, à voir. On a parlé beaucoup de choses, beaucoup de débats. Merci à Arnaud Lemoine. Vous en parliez tout à l'heure. Vous n'avez pas évoqué, mais on va y revenir dans un instant avec Éric Delachesnais sur la question du glyphosate. En tout cas, voici ce que ce genre de questions et d'autres encore ont inspiré à Emmanuel Macron quand il est passé la semaine dernière sur le salon. On l'écoute. Le combat pour la valeur passe ensuite par un virage assumé vers ce qui est le combat de votre génération et qui répond à une demande forte, de plus en plus pressante de nos consommateurs, de nos citoyens et tout particulièrement de notre jeunesse, la protection de l'environnement. Bonjour Éric Delachesnais. Vous êtes le spécialiste des questions agricoles au Figaro. On va faire le point sur plusieurs dossiers en cours, mais puisque le président de la République soulevait la question de la protection de l'environnement, je reviens à un récent sondage Odoxa pour le Figaro et France Info que vous avez commenté et votre analyse est à retrouver sur lefigaro.fr. Il y a un écart. D'un côté, les Français adorent leurs agriculteurs, révèle ce sondage. De l'autre, ils trouvent que les agriculteurs se cabrent trop sur les critiques concernant l'environnement. Alors, est-ce que les agriculteurs en ont conscience ? Est-ce qu'ils sont prêts à évoluer ? Bonjour Vincent. Bonjour. Effectivement, il y a 8 Français sur 10, plus de 8 Français sur 10 qui aiment leurs agriculteurs parce qu'ils les trouvent courageux, durs au mal, qui ne se plaignent jamais. Mais de l'autre côté, c'est l'agriculture, leur pratique qu'ils rejettent majoritairement. Alors précisément, est-ce que les agriculteurs voient ces sondages ? Est-ce qu'ils ont conscience de ces chiffres-là ? Est-ce qu'ils sont prêts à évoluer ? Certains sont prêts à évoluer. Certains, écoute, ils sont obligés, puisque dès qu'il y en a un qui met un pulvé dans un champ, son voisin peut venir et lui dire « t'es un pollueur ». Il y a tout un effort de pédagogie que Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le syndicat majoritaire agricole en France, appelle agri-acting. C'est-à-dire plutôt que de dire, bon, il y a de l'agri-bashing, cette critique un peu négative en disant les agriculteurs sont des pollueurs, sont des bouffeurs, entre guillemets, de subventions, maltraitent leurs animaux. Les agriculteurs disent, nous, on va montrer ce qu'on est capable de faire. Nous, on va ouvrir
nos fermes et on va montrer sur le rayon des pesticides qu'on essaye d'en mettre juste là où il faut, donc on en met moins et mieux. Donc un effort de pédagogie et d'ouverture. Donc il faudra attendre le prochain sondage pour voir si ces efforts sont payés de retour, ou en tous les cas perçus par la population. Et perçus par la population s'ils fonctionnent. Parmi, puisqu'on parlait des pesticides, et des herbicides, parmi les dossiers en cours, il y a donc le glyphosate, qui est ce produit qu'on a utilisé depuis des années, des décennies, pour éliminer les mauvaises herbes. Il est interdit cette année de le vendre aux particuliers. Il sera toujours interdit de sortie d'ici 2023 ? 1er janvier 2021 exactement, enfin pour les agriculteurs. Macron a dit devant, on a vu au Salon de l'Agriculture. Voilà, au Salon de l'Agriculture, il a prononcé ce petit discours dont on a un extrait devant les jeunes agriculteurs en reconnaissant finalement que 100% c'était impossible. On ne pourra pas se passer du glyphosate à 100% d'ici le 1er janvier 2021 comme il s'y était engagé, c'est-à-dire 2 ans en avance par rapport à l'Europe. 2023, c'est pour l'Europe dans sa totalité. Donc, on restera sur les normes européennes, si j'ose dire. On restera sur les normes européennes, mais on veut quand même essayer, enfin la France veut exceller dans ce domaine-là en disant on va essayer de s'en passer le plus proche possible de 100%, mais il y aura des dérogations, des cultures où pour l'instant il n'y a pas d'alternative. Par exemple, la vigne en coteaux, pour certaines cultures du blé et aussi les haricots verts. Donc, vigne, haricots verts et blé. Certaines céréales, oui. Certaines céréales. On ne peut pas pour l'instant se passer du glyphosate. Ça répond en partie à la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on progresse pour trouver des alternatives ? On progresse. En termes de recherche, l'INRA a mis en place un programme spécifique pour... L'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux, entre guillemets. Mais il y a des techniques, pour le maraîchage, il y a des techniques avec des robots, des herbeurs. Enfin, les agriculteurs essayent dans leur pratique justement de mettre moins de glyphosate, de raisonner leur pratique et de dire bon, on va essayer de s'en passer. Les bio s'en passent. Donc après, on parlait de céréales. Pour s'en passer, on peut faire un métail, c'est-à-dire qu'on va mettre sur la même parcelle, on va mettre du blé, mais à côté, on va mettre des pois chiches, et parce que ça n'a pas la même hauteur de levée. Et donc finalement, l'objectif, c'est de couvrir au maximum la parcelle par la végétation et d'empêcher la mauvaise herbe entre guillemets, de lever. Donc utiliser des pois chiches pour combattre les mauvaises le herbes métail. Qui poussent dans le blé. Voilà, les bio le font. Donc il y a des solutions. Mais le problème aussi, c'est que le glyphosate, et après je vais arrêter, mais d'autres dossiers, justement. Le glyphosate permet aussi, et c'est paradoxal, de faire des cultures culturales simplifiées, fameuses TCS, avec un non-labour. Le labour, on a vu, c'était mauvais parce que ça déstructurait le sol, ça déstructure la vie du sol, notamment les petits vers de terre. C'est des tracteurs pour retourner les terres. Voilà. C'est ça. Et on a trop abusé du labour. Donc, un petit coup de glyphosate juste sur la parcelle et après, vous faites un semis direct. C'est mieux que du labour. Que du labour. Autre dossier, la politique agricole commune. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'avec le Brexit, le départ des Britanniques de l'Union européenne, le budget de la PAC devrait diminuer. Est-ce qu'on va compenser la baisse due au départ des Britanniques ou pas ? Non, ça sera très difficile parce que la Grande-Bretagne est un contributeur net, 11 milliards d'euros. Donc elle donne plus qu'elle ne percevait. Et franchement, bon, bien sûr, on ne le dit pas comme ça. Enfin, je trouve que les politiques, j'ai entendu, je reviens au discours de Macron là, le samedi matin, il a dit qu'il essaierait à l'euro constant de garder le même budget pour la France. Mais franchement, techniquement, je ne vois pas comment on va faire, d'autant plus que, sans parler de la question du Brexit, il y avait un engagement de convergence des aides au niveau des 27 pays de l'Union européenne. Donc nous, comme on est pays historiquement créateur de l'Union européenne, on avait des aides assez élevées par rapport au nombre de paysans. Il
il fallait renforcer le montant des aides vis-à-vis des nouveaux venus, comme les PECO, les pays d'Europe centrale, Roumanie, Bulgarie. Donc ça va être très difficile de garder le même budget pour l'agriculture française. Un autre point, Éric, puisqu'on parlait justement des problèmes des aides, ça pose le problème également des revenus pour les agriculteurs. On a entendu tout à l'heure Perico Légas s'emporter contre notamment la grande distribution. Est-ce qu'il peut y avoir une amélioration pour les revenus des agriculteurs, en particulier des prix de vente? Est-ce que tout ce qu'on a entendu ces dernières années peut avoir un effet sur les intermédiaires, les distributeurs? En théorie, c'est ce que veut le gouvernement. C'était l'objectif des fameux États généraux de l'alimentation. Dans la pratique, pour l'instant, moi, je n'ai pas entendu d'agriculteurs que j'ai croisés au Salon de l'agriculture dire que leurs revenus s'étaient améliorés. Donc on risque d'avoir d'autres troubles et d'autres saignes dignes de sérotonine, le livre de dernier roman de Michel Houellebecq. Bien sûr. La question, c'est, on a 4 centrales d'achat, 400 000, en gros un peu plus de 400 000 agriculteurs. Au milieu, on a 10 000 transformateurs. Le rapport de force est largement du côté de la grande distribution que du côté des agriculteurs. Il y a une filière qui a fait beaucoup d'efforts, la filière laitière, et on voit des améliorations du prix de vente. Mais il faudra que ça soit confirmé. Est-ce que ce sont des améliorations du prix de vente dues aux États généraux de l'alimentation ou alors juste un retournement de marché? Il faudra voir dans le temps si les fameux États généraux de l'alimentation ont permis de renverser la formation du prix et surtout interdisent qu'on achète aux agriculteurs des denrées qu'ils produisent à perte. Ça, c'est inadmissible. Il n'y a aucune profession en France qui vend à perte. C'est interdit par la loi. Alors, de grâce, qu'on regarde et qu'on inverse, comme le voulaient les États généraux de l'alimentation, la formation des prix, en commençant par le coût de revient de l'agriculteur en sortie de ferme. Merci beaucoup, Éric. Je rappelle votre dernier livre, Agriculteurs, les raisons d'un désespoir. C'est chez Plomb, écrit avec Arash Derambarch. Juste un dernier point, il y a quand même des bonnes nouvelles ces dernières années. On observe la baisse des défaillances et l'excédent commercial qui est toujours favorable pour la France. Oui, l'excédent commercial, il est de 6 milliards d'euros, mais il a quand même baissé de moitié. 6 milliards d'euros, c'est les céréales, le vin, un peu les produits laitiers, mais c'est dommage que ça ne soit pas une priorité affichée du gouvernement français et du ministre de l'économie. Ministre de l'économie qui était ministre de l'agriculture, je trouve qu'on aurait dû le voir un peu plus en avant. Sur le front agricole. Ah oui, que sur le front industriel. Surtout qu'il connaît beaucoup les dossiers. Alors ils vont, et c'est très bien, il va se battre pour 1000 salariés, mais j'aimerais bien qu'ils se battent autant, enfin les paysans aimeraient bien qu'ils se battent autant. Pour les 448 000 agriculteurs français, dont la moitié a plus de 50 ans. On reviendra justement tout à l'heure dans une deuxième partie sur le problème de la vocation chez les jeunes. Merci Éric. Je salue en particulier Xavier, Pat, Guylaine et jeune Sacha qui nous rejoignent et qui viennent nous donner leurs commentaires, qui nous ont posé leurs questions. On va y revenir dans une deuxième partie. En attendant, est-ce que vous pouvez voter sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs? Est-ce que le salon de l'agriculture peut-il sauver l'agriculture française? C'est une question un peu provoque qu'on vous pose, mais qui est emblématique parce qu'on entend souvent parler du salon de l'agriculture chaque année avec le passage des politiques. On va justement y revenir dans un instant avec Loris Boischaud. Il a suivi Marine Le Pen. Nourrir le cimetière des agriculteurs. Moi, je ne veux pas continuer à nourrir le cimetière des agriculteurs français et de l'agriculture française. Qui se suicident en nombre. Oui, notamment qui se suicident en nombre. Mais encore une fois, on ne parle des suicides des agriculteurs que quand on est au salon de l'agriculture. Mais c'est un plan massif social que vit l'agriculture française. Bonjour Loris Boischaud. Donc c'est vous qui avez suivi pour le Figaro Marine Le Pen et vous avez regardé les autres étapes des politiques sur place, même si vous n'étiez pas, mais vous avez observé. Qu'est-ce que pour vous a été le fait le plus marquant? Alors évidemment, le fait le plus marquant, c'est ce marathon d'Emmanuel Macron qui a passé 14 heures sur place. Au-delà de l'anecdote et du nombre d'heures passées, le salon de l'agriculture reste un passage obligé pour les politiques, un rituel de la vie politique française, une façon pour les présidents de la République de s'inscrire dans cette tradition qui est l'inauguration
du salon et qui a peu fait d'exception depuis la Troisième République, puisque c'est une tradition qui remonte à la Troisième République, à l'exception de François Mitterrand peut-être, qui pendant ces 2 mandats n'y est passé qu'une seule fois. Mais en tout cas, pour les politiques, c'est une façon aussi, en dehors des présidents de la République, de tester leur popularité. C'est un baromètre, un thermomètre de cette popularité auprès du monde agricole. On va y revenir justement. Donc dans sa forme actuelle, c'est quand même 1964. Hein, exactement, avant c'était le concours général agricole. Donc cette année, quand même, l'autre fait marquant, c'est qu'ils ont été plutôt bien accueillis. Il n'y a pas eu de jet d'œuf qu'on a observé, il n'y a pas eu de personnalité qui a été huée. Absolument, Emmanuel Macron a fait face à moins d'hostilité, à une hostilité moindre par rapport à l'année dernière où il avait été hué, ce qui s'explique sans doute par l'important dispositif de sécurité qui avait été mis en place à son arrivée. Marine Le Pen, de son côté, a fait face aussi à de nombreux visiteurs curieux de sa venue et à des producteurs qui sont de plus en plus ouverts à son discours. Laurent Wauquiez aussi, sur place, était extrêmement à l'aise face aux éleveurs, agriculteurs et vignerons. Alors, on va revenir justement sur Laurent Wauquiez, le match Laurent Wauquiez-Marine Le Pen, peut-être auprès de cet électorat. Mais une question peut-être préalable, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, pourquoi les politiques y vont ? Parce que, est-ce que c'est parce que c'est un passage obligé, comme le disait Vincent Trémonet-de-Villers la semaine dernière sur le plateau de Point de Vue, dont on a vu un extrait tout à l'heure, est-ce que c'est un passage obligé pour l'imaginaire français ? C'est un passage obligé pour cultiver ce lien charnel, cette image, pour cultiver ce lien privilégié avec le monde agricole et au-delà des agriculteurs, avec les visiteurs bien sûr, puisque dans l'imaginaire collectif français, c'est la France rurale, ce sont nos paysages, ce sont nos agriculteurs, ce sont nos bêtes, nos terroirs, et donc c'est une façon bien sûr de cultiver cette image-là et ce lien avec ces territoires. Depuis Paris, puisque le salon est port de Versailles. Mais on disait moins de 500 000 agriculteurs. Est-ce que le vote agricole intéresse encore aujourd'hui ? Oui, le vote agricole représente une infime partie de l'électorat. C'est environ 1% de l'électorat. Mais malgré tout, la symbolique de ce monde-là agricole dépasse largement son poids électoral. Et c'est en cela que malgré la baisse de la part des agriculteurs dans la population active, dans l'électorat, cela reste une étape indispensable, incontournable pour les personnalités politiques. On parlait de Laurent Wauquiez et de Marine Le Pen. Est-ce que la droite veut jouer une carte aujourd'hui, sur la droite LR, veut jouer une carte sur la ruralité, ou bien, in fine, elle va laisser le terrain, j'allais dire le terroir, au Rassemblement national ? La droite a toujours été le vote numéro 1 chez les agriculteurs. Ça a été vrai notamment aussi pendant la dernière présidentielle où François Fillon a récolté 35%, ou 35% des agriculteurs ont voté Fillon au premier tour, Marine Le Pen 30%. Avec le décrochage de la droite auprès de l'électorat général, il est possible qu'aux prochaines élections nationales, les agriculteurs se tournent en premier vers Marine Le Pen. La gauche, les écologistes ont encore une place dans ce salon ? La gauche était présente, les socialistes, les écologistes avec Yannick Jadot. La France Insoumise aussi, via sa tête de liste aux européennes, Manon Aubry était présente. Malgré tout, Jean-Luc Mélenchon ne s'y est pas rendu. Il n'est pas très friand de cet exercice. Pourquoi ? Officiellement, c'est parce qu'il dit défendre d'autres modèles d'agriculture, d'autres modèles de développement agricole. Quant à l'extrême gauche anticapitaliste, je pense notamment à Lutte ouvrière ou au nouveau parti anticapitaliste, ils n'ont jamais été présents à cet événement. Merci beaucoup, Loris Boischaud, pour ces précisions. Merci beaucoup. Est-ce que le Salon de l'agriculture peut sauver l'agriculture française ? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter, #Figaro Live, #LesDécrypteurs. Le nombre de visiteurs est en baisse, nous dit l'autre 26. Comme le nombre de paysans, il y a une logique. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de paysans, lui, baisse. Alors, quelles sont les initiatives qui sont mises en place ? On va en avoir une idée dans un instant pour cette séquence où on va répondre à toutes vos questions. Vous restez avec nous, vous continuez de commenter, vous continuez de voter et on va répondre notamment à la question de David. Au Salon de l'Agriculture, ils font un tri, ils font venir ceux qui ont de l'argent. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Eh bien, son directeur est avec nous. Il va pouvoir répondre dans un instant à cette question. C'est notre dépendance aux produits phytosanitaires qu'il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du glyphosate. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas uniquement le glyphosate. C'est de faire en sorte que la transition agroécologique nous permette d'avoir une encore meilleure agriculture,
pour une alimentation saine, sûre et durable. C'est de ça dont il s'agit. Alors, bonjour Jean-Baptiste Noyac. Bonjour. Vous dirigez Espérance Ruralité, une fondation chargée de créer des écoles hors contrat en milieu rural. Est-ce que ça marche? Écoutez, oui, ça marche. J'en veux pour preuve, en fait, l'évolution des effectifs qu'on a eu. On a ouvert un premier collège en septembre 2017 à La Fère, donc dans l'Aisne, une ville de 3000 habitants qui est très emblématique des difficultés des ruralités, qu'on a choisi notamment parce que à La Fère, vous avez 50% de chômage des jeunes et 35% de décrocheurs. Donc on s'est installé là-bas en septembre 2017 et on a ouvert un collège pilote. On avait 11 élèves l'an dernier, on en a 30 cette année et on pense en accueillir une cinquantaine l'an prochain. Qu'est-ce que envoyer des enfants dans un établissement agricole, hein, c'est toujours aussi mal vu. On le voit bien également pour les lycées professionnels. Quel argument vous donnez pour rassurer et pour convaincre les parents? Alors nous, on n'est pas un établissement agricole. Hein. On est un établissement général sur la tranche collège au bénéfice de tous les enfants défavorisés des zones rurales. Donc on n'est pas vraiment dans la promotion de l'agriculture. Par contre, on va être dans essayer de réconcilier les enfants et de les revaloriser dans leur talent manuel. Voyez, parce que ça, on a beaucoup d'enfants qui ont plutôt des intelligences manuelles et on essaie de les valoriser là-dedans et de leur rendre confiance en eux et éventuellement de les ouvrir après à des filières professionnelles. Et dans les métiers manuels, il y a des métiers, enfin dans l'éducation manuelle que vous donnez, il y a une éducation manuelle qui est liée à l'agriculture? On a un potager, on a des cours de bricolage, donc je dirais que c'est un des éléments, mais c'est pas l'essentiel, mais c'est un des éléments, notamment parce que le potager c'est quelque chose qui vous met dans le réel, voyez, notamment comme on a des élèves qui sont beaucoup dans le virtuel avec les écrans et avec cette addiction parfois aux jeux vidéo, et ben le fait d'être réenraciné dans le réel avec le potager, avec le bricolage, ça permet de les aider un peu à sortir d'eux-mêmes et à avancer, quoi. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noyac et je précise qu'il y a plus d'infos bien sûr sur votre site, sur le site d'Espérance Ruralité. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Arnaud Lemoine, ce genre d'initiative, ça vous paraît bénéfique justement pour redonner et réacclimater finalement à la campagne et à l'agriculture? On a un problème d'image. On a eu un problème d'image pendant des années. Ça va mieux. Il faut intéresser les jeunes. Quand je vois le succès des émissions de cuisine, je me dis que peut-être l'agriculture peut bénéficier de ça parce que les chefs cuisiniers qui enseignent, etc., ne seraient quand même pas grand-chose, même s'ils ont un talent formidable, sans des produits du terroir et des produits formidables. Sur les jeunes, quand on voit les chiffres de l'apprentissage qui augmentent, on peut se dire aussi que l'agriculture va en profiter à un moment donné par toutes les initiatives qui sont prises, y compris celles qu'on vient de voir, pour ramener la réalité agricole dans le conscient ou l'inconscient collectif. Aujourd'hui, on voit au sein de l'agriculture des garçons, des filles qui ont 14-15 ans, qui n'ont jamais vu une vache. Il est grand temps de refaire de la pédagogie sur ce qu'est le réel de l'agriculture française. Merci pour cette réponse et pour cette réaction. On va prendre les questions des internautes. Chose promise, chose due. Le commentaire à l'instant nous pose cette question. L'agriculture française est-elle encore un avenir dans l'Union européenne actuelle? Bien sûr. Enfin, vous me regardez, je suppose que vous voulez que je réponde, mais bien sûr, c'est la première puissance agricole européenne. La France, le repas français est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc il y a tout un savoir-faire, il y a toute une culture, la culture du repas français. Quand on va aux États-Unis le midi, on se réunit autour d'une canette et puis d'un cornet de frites. Mais en France, on prend le temps autour de la table. Tout se fait, enfin, les moments importants, que ce soit familiaux ou professionnels, se passent autour d'une table et d'un bon gueuleton. Donc, et pour produire cette nourriture, il faut effectivement des hommes et des femmes. Et il faut redonner le goût de ces denrées authentiques. Il y a même, moi j'ai une anecdote pour compléter ce que disait Arnaud Lemoine, des enfants qui croyaient que les frites, ça poussait dans les arbres. Donc il y a vraiment du travail.
Justement, Arnaud Lemoine, cet internaute qui disait le nombre de visiteurs est en baisse comme le nombre de paysans, il y a une logique. Non, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de visiteurs et le nombre d'agriculteurs. On s'est dit tout à l'heure toutes les initiatives qu'il fallait prendre pour qu'il y ait cette compensation par rapport à la transmission en agriculture. En revanche, le nombre de visiteurs, très honnêtement, c'est anecdotique probablement, mais on a eu 2 climats qui ont un peu ennuyé nos chiffres. Le climat social qui a fait en sorte que le premier week-end, il y a quand même beaucoup de visiteurs qui ont eu peur de mouvements de gilets jaunes autour du salon de l'agriculture qui n'ont pas eu lieu. Et un climat météo qui a fait en sorte qu'on n'a pas envie de s'enfermer. Il faisait très beau. Il faisait beau. Est-ce que, et on préférait aller à la campagne peut-être, est-ce que la crise des gilets jaunes a eu un impact sur le salon de l'agriculture? Oui, enfin, on en a parlé 15 jours avant. Et certaines chaînes de télévision ont commencé l'ouverture du salon de l'agriculture par le salon de tous les dangers, ou à peu près ça, c'était le titre. Non, ce n'était pas le salon de tous les dangers, mais un titre peut faire peur aux gens. Ça, c'est pour les aspects peut-être de mobilisation, les aspects sécuritaires. De façon plus générale, est-ce que le mal-être qui est exprimé par les Gilets jaunes est ressenti dans le monde agricole et dans le monde rural? Oui. Il y a vraiment une base commune des revendications, notamment autour du revenu. Les agriculteurs, plus de 40% des agriculteurs gagnent moins de 360 € par mois. Ça, c'est le chiffre MSA. En moyenne, le revenu moyen agricole mensuel, c'est 1 250 €, donc brut. Donc, il y a cette base-là. Il y a aussi une base de reconnaissance de la part de l'État, du monde rural et plus particulièrement des agriculteurs, et aussi le respect de la parole donnée par l'État. L'État a trop, que ce soit droite-gauche, on a vu ces 15 dernières années, l'État a trop bafoué le respect de sa parole. Tout récemment, je pense au lac de Caussade dans le Lot-et-Garonne, où après avoir donné son feu vert le 29 juin dernier, l'État, en octobre, a dit non, on ne fait plus le barrage, alors qu'il y avait 40 agriculteurs qui attendaient cette eau pour pouvoir mener à bien leur exploitation agricole. Donc il faut absolument que l'État respecte sa parole et aussi améliore le revenu des agriculteurs et la reconnaissance. Et c'est à ce désespoir justement paysan que les politiques prétendent répondre par leur présence au Salon de l'agriculture. C'est cette thématique des oubliés dont se saisissent les politiques et dont ils peuvent évidemment se saisir en allant à la rencontre des éleveurs et de cette détresse agricole. Le commentaire nous dit « La gauche, elle, a toujours oublié le monde de l'agriculture ». Si on raisonne en termes de présence, d'affichage auprès des agriculteurs, il est vrai que François Mitterrand était moins présent, par exemple, que, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément la tasse de thé de Jean-Luc Mélenchon que d'aller serrer des mains au Salon de l'agriculture. En contrepartie, d'un autre côté, les personnalités politiques, y compris de gauche, se déplacent dans les exploitations agricoles, sont aussi présentes. D'un point de vue électoral, c'est vrai que la gauche a toujours été loin derrière la droite dans les urnes, bien sûr, du côté du vote agricole. On a été cette année au même niveau de visite officielle, gauche-droite confondue, qu'une année présidentielle. C'est assez on est dans une période préélectorale aussi, avec les élections européennes dans 3 mois. Mais le sujet n'a pas été les européennes, et j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, qu'en fait le salon de l'agriculture se passant bien, le climat étant tendu hors les murs, on est venu se ressourcer au salon de l'agriculture, y compris politiquement. Et pour revenir à la question juste avant, par rapport aux revenus des agriculteurs, oui, mieux d'environnement, oui, mieux de ruralité, évidemment, mieux de qualité, certainement, mais mieux de reconnaissance et mieux de revenus, assurément. C'est une question également de Xavier. Pourquoi est-ce que les agriculteurs se satisfont de leurs conditions sociales? Ça, on peut assurément dire non. Pourquoi ne bougent-ils pas? Mais ils ont déjà beaucoup bougé. D'ailleurs, on peut recommander le dernier livre de Michel Houellebecq. J'attends votre critique encore, Éric, mais à la fin de l'émission. Ils ont déjà bougé. Je pense que là, ils en sont à la résignation. C'est-à-dire, on l'a vu aux dernières élections aux chambres d'agriculture, hein, c'est un peu le baromètre de la profession, tous les 6 ans. Donc, elles ont eu lieu en janvier 2019. Il y a eu 10 points de moins de participation.
Donc ça, c'est quand même grave, alors que les agriculteurs, d'habitude, votent énormément à ces élections professionnelles. Donc ils sont un petit peu rincés, ils ne savent plus à quel sein se vouer et restent dans leur cour de ferme, la tête sur le guidon et essayent de s'en sortir. Mais il y a un moment où ça va craquer. Il y avait eu pendant l'acte 1 et acte 2 des Gilets jaunes, il y a eu une tentative de front commun. Mais elle n'a pas eu lieu parce que la demande à l'époque, c'était la suppression de la taxe carbone. Or, les agriculteurs sont défiscalisés au niveau du carburant. Donc, ils étaient un peu mal venus de demander la suppression de la taxe carbone qui aurait entraîné la hausse des carburants, alors qu'eux-mêmes bénéficient d'une ristourne fiscale. Donc, c'est vrai que ça a un peu cassé la tentative d'union entre Gilets jaunes et agriculteurs, mais certains agriculteurs, je pense notamment en Mayenne, ont manifesté avec les Gilets jaunes, mais sans la carte agricole. Que pensez-vous de la réaction de Macron lorsqu'il dit aux agriculteurs de mettre de l'eau dans leur lait? Je n'avais pas entendu qu'il avait dit ça. Moi non plus, je trouve que c'est un peu malvenu puisqu'il y a eu des fraudes, même de certaines laiteries qui mettaient de l'eau dans le lait justement pour gagner plus d'argent. Mais moi, je pense que les agriculteurs ont déjà fait énormément d'efforts plutôt que de mettre de l'eau dans leur lait. Moi, j'ai plutôt entendu ce salon un président qui connaissait les dossiers, qui connaissait le prix du lait, qui connaissait les différentes façons de produire du lait, qui connaissait les différentes filières, notamment la filière Fer France et le lait équitable. Donc moi, j'ai plutôt vu un président, et là c'est une première, plutôt que de passer un coup de vent et puis de boire un coup et de jouer sur l'image, a été au fond des questions. Et même des questions qui n'avaient rien à voir avec le salon de l'agriculture. Donc ça, c'est très positif. Après, il ne faut pas que ça reste juste pendant 9 jours. Il y a les caméras, donc on joue beau. Il faut que les actes y suivent. C'est ce que nous dit Sacha, justement. Pourquoi au salon les agriculteurs et les paysans semblent heureux et apparemment vivent bien, et quand on est dans un territoire agricole, pourquoi les paysans se plaignent, se suicident et sont pauvres? Il y a un double discours. Non, parce que quand ils viennent au salon de l'agriculture, ils viennent aussi avec leurs problèmes. Mais ils décident d'eux-mêmes de montrer le meilleur de leur exploitation et de leurs produits, de façon à peut-être, après le salon de l'agriculture, continuer, si ce n'est à vivre bien, en tout cas à vivre mieux. En tout cas, le dénominateur commun entre les exploitants sur le terrain et au salon de l'agriculture, c'est cette défiance par rapport aux politiques et au monde politique en général. Quand on discute avec des agriculteurs, des producteurs, ils sont déboussolés, ils ne savent plus à quelle politique se vouer. Et c'est cette défiance-là aussi qu'on peut remarquer quand on discute avec des agriculteurs. Vous avez raison, mais je rajouterais que, connaissant bien le monde agricole, dans la défiance, il y a toujours une lueur d'espoir. Et si vous parlez longtemps avec un agriculteur, il vous explique ce qui ne va pas, sa défiance envers le politique, etc. Mais à la fin de la fin, il reste toujours l'espoir et il en parle à la fin en disant « oui, mais peut-être ». Arnaud Lemoine, je voudrais que vous répondiez à cette objection de David qui dit « au salon de l'agriculteur, ils font un tri, ils font venir ceux qui ont de l'argent ». Faux, c'est archi faux. Quand vous regardez les races qui sont représentées, vous savez très bien que sur les races les plus, à faible effectif, je pense aux moutons d'Ouessant et un tas de races qui sont, j'allais dire, pas très importantes. La vache mirandaise. La vache mirandaise, etc. La pinoire, etc. On représente l'ensemble de l'agriculture française. Merci beaucoup. Pardon de ne pas avoir répondu à toutes les questions, notamment comment se prépare le secteur agricole à la révolution numérique. C'est une excellente question et ça sera peut-être l'occasion de revenir justement et de faire un point sur cette question. Que faire contre le suicide des paysans? Eh bien, peut-être de lire le livre d'Éric de la Chênaie, Agriculteur, les raisons d'un désespoir déjà de connaître et de comprendre. Vous nous direz Houellebecq. Et le livre de Houellebecq. Moi, j'ai reconnu beaucoup de choses dans le livre de Houellebecq, mis à part tous ces exploits un peu sexuels, mais sur le tableau dépeint par Houellebecq sur le monde de l'agriculture, on voit qu'il connaît bien le dossier et il y a des pistes à prendre. Vous retrouverez ça dans un autre livre sur l'agriculture et désormais on recommence à écrire sur le monde agricole. Eh bien, voilà peut-être un motif d'espérer. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez le talk avec comme invité Delphine Bateau. Et ce soir, Audition publique recevra ici même Éric Woerth. Et avant, vous avez rendez-vous cet après-midi avec la Champions League. Renaud Toffier revient sur les 100 titres de Roger Federer et la Ligue des Champions. Et ce soir, Point de vue est présenté ici même par Karl Meus. Rendez-vous à 17h.